Der Heiland ist gesetzt in Israel zum Fall und Auferstehen. Der edle Stein ist an der Schuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt, ja über ihn zur Hölle fällt, weil sie boshaft an ihm rennen. Aventure incompréhensible et attestée par toute une province. Par Donatien Alphonse François Marquis de Sade, du recueil de 1788, Historiettes, Contes et Fabliaux. Enregistrement en livre audio en 2017 par Stefano Francobora alias Chagrance pour le partage et la libre diffusion des cultures du monde. Il n'y a pas 100 ans qu'on avait encore dans plusieurs endroits de France la faiblesse de croire qu'il ne s'agissait que de donner son âme au diable, avec de certaines cérémonies aussi cruelles que fanatiques, pour obtenir tout ce qu'on voulait de cet esprit infernal. Et il n'y a pas un siècle révolu que l'aventure que nous allons raconter à ce sujet arriva dans une de nos provinces méridionales, où elle est encore attestée aujourd'hui sur les registres de Deville et revêtue des témoignages les plus faits pour convaincre les incrédules. Le lecteur peut le croire, nous ne parlons qu'après avoir vérifié. Assurément, nous ne lui garantissons pas le fait, mais nous lui certifions que plus de 100 000 âmes l'ont cru, et que plus de 50 000 peuvent encore attester aujourd'hui l'authenticité avec laquelle il se trouve consigné dans des registres sûrs. Nous déguiserons la province et les noms, on nous le permettra. Le baron de Vaujours mêlait depuis sa plus tendre jeunesse, au libertinage le plus effréné, le goût de toutes les sciences, et principalement de celles qui induisent souvent l'homme en erreur, et lui font perdre en rêverie et en chimère un temps précieux qu'il pourrait employer d'une manière infiniment meilleure. Il était alchimiste, astrologue, sorcier, nécromancien, assez bon astronome pourtant et médiocre physicien. À l'âge de 25 ans, le baron, maître de son bien et de ses actions, ayant, prétendait-il, trouvé dans ses livres qu'en immolant un enfant au diable, en employant de certains mots, de certaines contorsions pendant cette exécrable cérémonie, on faisait paraître le démon et qu'on obtenait de lui tout ce qu'on voulait, pourvu qu'on lui promît son âme. Il se détermina à cette horreur, sous les seules clauses de vivre heureux jusqu'à son 12e lustre, de ne jamais manquer d'argent et d'avoir toujours également jusqu'à cet âge les facultés prolifiques au plus éminent degré de force. Ces infamies faites et ces arrangements pris, voici ce qui arriva. Jusqu'à l'âge de 60 ans, le baron, qui n'avait que 15 000 livres de rente, en a constamment mangé 200 et n'a jamais fait un sol de dette. Relativement à ses prouesses voluptueuses, il a jusqu'au même âge pu voir une femme 15 ou 20 fois dans une nuit. Il a gagné 100 louis de gageur à 45 ans avec quelques amis qui parièrent qu'il ne satisferait pas 25 femmes rapidement vues l'une après l'autre. Il le fit et laissa les 100 louis aux femmes. Dans un autre souper, après lequel il s'établit un jeu de hasard, le baron dit en entrant qu'il ne pourrait pas être de la partie, parce qu'il n'avait pas le sol. On lui offrit de l'argent, il refusa. Il fit 2 ou 3 tours dans la chambre pendant qu'on jouait, revint, se fit faire place et mit 10 000 louis sur une carte, tirée en rouleau à 10 ou 12 fois de ses poches. On ne tint pas. Le baron demanda pourquoi. Un de ses amis dit en plaisantant que la carte n'était pas assez chargée, et le baron la rechargea de 10 000 autres louis. Toutes ces choses sont consignées dans 2 hôtels de ville respectables et nous les avons lues. À l'âge de 50 ans, le baron avait voulu se marier. Il avait épousé une fille charmante de sa province avec laquelle il a vécu toujours très bien, malgré des infidélités trop analogues à son tempérament pour qu'on pût lui en faire querelle. Il eut 7 enfants de cette femme et depuis quelque temps les agréments de son épouse le retenaient beaucoup plus sédentaire.
Il habitait communément avec sa famille ce château où, dans sa jeunesse, il avait fait l'horrible vœu dont nous avons parlé, recevant des gens de lettres, aimant à les cultiver et à les entretenir. Cependant, à mesure qu'il approchait du terme de 60 ans, se ressouvenant de son malheureux pacte, ignorant si le diable se contenterait à cette époque ou de lui retirer ses dons ou de lui enlever la vie, son humeur changeait entièrement. Il devenait rêveur et triste et ne sortait presque plus de chez lui. Au jour préfixe, à l'heure juste où le baron prenait son âge de 60 ans, un valet lui annonce un inconnu qui, ayant entendu parler de ses talents, demande à avoir l'honneur de s'entretenir avec lui. Le baron, qui ne réfléchissait pas dans cet instant à ce qui néanmoins l'occupait sans cesse depuis quelques années, dit qu'on fit entrer dans son cabinet. Il y monte et voit un étranger qui, à la façon de parler, lui paraît être de Paris. Un homme bien vêtu, d'une fort belle figure, et qui se met sur le champ à raisonner avec lui sur les hautes sciences. Le baron répond à tout, la conversation s'engage. Monsieur de Vaujour propose à son hôte un tour de promenade. Celui-ci accepte et nos deux philosophes sortent du château. On était dans une saison de travail où tous les paysans sont dans la campagne. Quelques-uns, voyant Monsieur de Beaujour se démener tout seul, s'imaginent que la tête lui a tourné et vont avertir Madame, mais personne ne répondant au château, ces bonnes gens reviennent sur leurs pas et continuent d'examiner leur seigneur qui, s'imaginant causer d'action avec quelqu'un, gesticulait comme il est d'usage en pareil cas. Enfin, nos deux savants gagnent une espèce de promenade en cul-de-sac dont on ne pouvait sortir qu'en revenant sur ses pas. 30 paysans pouvaient voir. 30 furent interrogés, et 30 répondirent que M. de Vaujour était entré seul en gesticulant sous cette espèce de berceau. Au bout d'une heure, la personne avec laquelle il se croit lui dit « Eh quoi, baron, tu ne me reconnais pas? Oublies-tu donc le vœu de ta jeunesse? Oublies-tu la façon dont je l'ai accompli ?» Le baron frémit. « Ne crains rien, » lui dit l'esprit avec lequel il s'entretient. « Je ne suis pas maître de ta vie. Mais je le sais de te retirer et mes dons et tout ce qui t'est cher. Retourne dans ta maison. Tu verras en quel état elle est. Tu y verras la juste punition de ton imprudence et de tes crimes. Je les aime, les crimes, baron. Je les désire, et mon sort me contraint à les punir. Retourne chez toi, te dis-je, et convertis-toi. Tu as encore un lustre à vivre. Tu mourras dans 5 ans. Mais sans que l'espoir d'être un jour à Dieu te soit ravi, si tu changes de conduite. Adieu. » Et le baron, alors se trouvant seul sans avoir vu personne se séparer de lui, retourne promptement sur ses pas. Il demande à tous les paysans qu'il rencontre si on ne l'a pas vu entrer sous le berceau avec un homme de telle et telle façon. Chacun lui répond qu'il y est entré seul, qu'effrayé de le voir gesticuler ainsi, on a même été avertir madame, mais qu'il n'y a personne au château. « Personne » s'écrie le baron tout ému. « J'ai laissé 6 domestiques, 7 enfants et ma femme. »« Il n'y a personne, monsieur, » lui répond-on. Effrayé de plus en plus, il vole à sa maison, il frappe, on ne répond pas, il enfonce une porte, il pénètre, du sang inondant les degrés lui annonce le malheur qui va l'anéantir. Il ouvre une grande salle, il y voit sa femme, ses 7 enfants et ses 6 domestiques, tous égorgés et jonchés à terre dans des attitudes différentes au milieu des flots de leur sang. Il s'évanouit. Quelques paysans dont les dépositions existent entrent et voient le même spectacle. Ils secourent leur maître, qui revient peu à peu à lui, qui les prie de rendre à cette malheureuse famille les derniers devoirs, et qui de ce même pas gagne à pied la Grande Chartreuse, où il est mort au bout de 5 ans dans les exercices de la plus haute piété. Nous nous interdisons toute réflexion sur ce fait incompréhensible. Il existe, il ne peut se révoquer, mais il est inexplicable. Il faut éviter de croire aux chimères sans doute, mais quand une chose est universellement attestée, et qu'elle est du genre de singularité de celle-ci, il faut baisser la tête, fermer les yeux et dire « Je ne comprends pas comment les mondes flottent dans l'espace. Il peut donc y avoir aussi des choses sur la terre que je n'entende pas. »
le